Voilà les 64 médailles qui vous ont fait vibrer durant ces Jeux Olympiques sur Sud Radio. Et on va aller vers la première médaille. Extraordinaire première médaille. Bonsoir Jérôme Darey. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation comme toujours. C'est un immense plaisir. Désormais ancien sélectionneur, je dois dire ainsi, Jérôme Darey, de cette équipe de France de rugby à 7, médaille d'or. Une année extraordinaire. On est avec Julien Thomas, avec Clément Combe, avec les auditeurs au 0826 300 300. On va revenir sur cette année complètement folle entre le titre à Los Angeles, le titre de champion du monde et le titre de champion olympique. Quand même la phrase est ahurissante, hein, quand même. Jérôme Darey, j'imagine que 2 semaines après le titre olympique, est-ce que on va se tutoyer parce on se connaît un petit peu. Si on se voit pendant une demi-heure, ça va être bizarre, Jérôme. Est-ce que tu as eu le temps de réaliser ce qui s'est passé là 2 semaines après la médaille d'or? Non, mais franchement, pas tout à fait encore. Ouais, on sent qu'il y a des choses qui ont un peu bougé, qu'il y a le curseur un peu autour de nous qui a changé, parce que moi, ce qui me touche vraiment, c'est tous les messages que j'ai reçus, bien sûr, et je remercie tous les gens qui nous ont envoyé des messages à tous. Il y a eu énormément d'émotions, énormément de plaisir, des larmes versées de bonheur, et ça, c'est la plus grande richesse qu'on puisse recevoir, parce que quand on fabrique la performance, et je veux toujours amener ça un petit peu aux joueurs, hein, on va chercher de l'excellence, bien sûr, énormément d'excellence, mais pour un maximum de plaisir. Et à partir du moment où on arrive à trouver ces deux ingrédients de manière équilibrée, on va dire, on crée des émotions. Voilà, dans un système qui était très dramaturgique quelque part. Donc voilà, ça c'est du pur bonheur. Et je suis hyper fier de ce qu'ont réalisé les joueurs, parce qu'ils sont allés au bout de leur vie quelque part. Ils sont allés chercher de grandes performances depuis plusieurs années maintenant. Hein. C'est venu petit à petit, avec des fulgurances à certains moments, mais on a réussi à prendre une vague et à la surfer un peu là. Et ça c'est plutôt très encourageant pour la suite. Eh oui, toi, le Landais amoureux de surf aussi, hein, t'as dû vibrer hein, sur Vaste et de fait cette semaine avec des incroyables performances. Mais quand même, Jérôme, vous avez remporté la première médaille d'or de la délégation française, notamment en sport collectif. L'honneur inouï d'être l'équipe qui a donné le tempo, hein, et un tempo qui a été ensuite suivi par tous les athlètes olympiques. Ouais, c'est une discussion qu'on avait eue avec Claude. Il est venu me voir 2 fois ou 3 fois cette année, je sais plus exactement, mais au moins 2 fois de manière assez puissante, Claude Nesta. Et il nous avait mis un petit peu cette mission-là, hein, de bien démarrer la compétition avec un état d'esprit fort, bon, comme on peut l'avoir en général, hein, puisque quand on est dans le rugby à 7, il vaut mieux être solide dans la résilience, dans l'engagement et dans la détermination. Sinon, vous pouvez pas gagner un tournoi, vous pouvez pas gagner un match, c'est sûr. Il fallait qu'on ait cette mission-là et ce challenge-là pour lancer un peu cet effet contagion derrière et une certaine inertie. C'est ce qu'il nous avait demandé à plusieurs reprises et on avait coché ça aussi. Notre mission, c'était celle-là. Alors, de gagner, bien évidemment, pour nous, mais aussi pour lancer France Olympique dans cette superbe aventure des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors on va revenir un petit peu dans le passé, on avait Julien Thomas on va première question d'abord pour toi Julien, il y a quelques années quand on a commencé à travailler ensemble sur Sud Radio, Jules, est-ce que tu aurais imaginé un jour que je te dise en 2024 on va remporter un tournoi à Los Angeles, on va être champion du monde et champion olympique? T'aurais imaginé un truc comme ça? Tu m'aurais dit t'es con. Non. Tu m'aurais pas cru, non, tu m'aurais cru. D'abord salut Jérôme et félicitations. Félicitations, mais énorme exploit et puis surtout mérité. Et je reviens Alexandre à ta question. Honnêtement, le rugby à 7 montait et je voyais des prémices de quelque chose qui allait se construire et très fort. Après, à être champion olympique, ça c'est autre chose. À être champion du monde, c'est encore autre chose aussi. Quand on connaît la difficulté et, comme disait Jérôme, toute cette résilience et puis il faut être un grand compétiteur. Il faut surtout, là, c'est vraiment des Formule 1, surtout au rugby à 7, les joueurs. Et c'est tout à fait un petit peu les prémices que j'avais vues au début quand après Jean Nezek est arrivé, Jérôme avec ce rugby à 7.
mais au-delà de devenir champion et puis olympique surtout, c'est énorme. Ouais, alors on va revenir un peu dans le passé effectivement. On parle de Thierry Genexac parce que on l'apprécie beaucoup déjà et puis il est un des pères fondateurs de la discipline en France. Jérôme, il y a le titre à Paris en 2005, mais dans les années qui ont eu lieu avant ton arrivée toi à la tête de l'équipe de France, il y a le titre à Paris en 2005, mais peu de moyens, hein, un peu de progrès aussi pendant de nombreuses années. Il y a une professionnalisation quand même de ce sport avec le travail de Frédéric Pomarel, mais il y a cette désillusion à Rio en 2016 qui fait mal quand même, hein. Désillusion en quart face au Japon, alors que on aurait peut-être probablement dû aller un petit peu plus loin dans ces JO 2016, et en 2017 on fait appel à toi, Jérôme. À ce moment-là t'as tout connu à Dax, entraîneur en chef, entraîneur par intérim, coach des trois quarts, consultant auprès de l'équipe première, directeur du centre de formation. Comment ça s'est passé en mai 2017 quand on te propose le poste, Jérôme, ton arrivée à la tête de cette équipe, comment ça s'est passé? Ouais, si on fait la genèse un peu de tout, je le ferai de manière rapide. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir être sélectionné par Thierry Genexac en 2000 sur la première édition des World Series à l'époque et à Hong Kong notamment. Donc, je suis tombé dedans en tant que joueur. Et donc j'ai toujours, à partir du moment où j'ai mis un pied dans cette discipline, dans ce jeu-là, et j'ai vu les bénéfices que ça pouvait apporter après quand je revenais à 15 avec Dax à l'époque. C'était assez incroyable. Et quand on est tombé dedans, on ne peut que soutenir cette version du rugby. Et quand quand Christophe Wright est venu me solliciter pour prendre l'équipe de France en 2017, pour l'avoir soutenu, l'avoir positionné aussi dans le club de Dax, de l'école de rugby jusqu'à l'équipe professionnelle. Il y avait des choses qui se passaient, ça a toujours été au cœur du centre de formation, au cœur du réacteur, pour développer de manière assez rapide les joueurs et les staffs. C'était de fait une obligation pour moi. Je ne pouvais pas refuser cette mission-là, en sachant qu'il y avait déjà eu pas mal de travail de fait par Thierry, où il a fallu se battre, il a fallu qui cravache, et avec aussi, je fais un petit clin d'œil à Bernard Lapassé qui a solidifié un peu le rugby par le biais du rugby à 7 en le posant dans la sphère olympique, et qui aujourd'hui permet à plus de 120 nations de pratiquer le rugby à l'échelle mondiale. À 15, il faut savoir que c'est une cinquantaine, je crois. Mais l'importance de Bernard Lapassé dans le sport français, dans le rugby à l'échelle internationale est hallucinante, et j'espère qu'on aura dans les prochaines années des stades au nom de Bernard Lapassé en France. Je pense que c'est un petit appel que j'en perso, mais ce serait tout à fait mérité pour cet immense homme qui a tant travaillé pour le rugby, pour notre sport et pour les valeurs olympiques notamment. Ouais, pour les Jeux Olympiques de Paris. Ouais. Et du coup, oui, bien sûr. Et donc après, voilà, Fred Pomarel est arrivé, et avec Jean-Claude Créa, je crois à l'époque, ils ont structuré de manière un peu plus professionnalisante, on va dire, mais c'était toujours assez difficile parce que le rugby à 7, il n'était pas assez positionné dans le paysage du rugby français. Et donc à partir du moment où vous avez envie d'aider quelque chose à décoller, vous pouvez pas vous échapper. Moi, j'étais obligé de répondre favorablement à cette sollicitation. Donc, j'ai quitté le club de Dax. Voilà, non, ça a mal, ça a été douloureux. Mais à ce moment-là, Christophe Wright, il te dit quoi? Il te dit, je veux que tu sois champion olympique en 2024? Il dit pas ça comme ça. Quel est l'objectif qu'il te donne à ce moment-là? L'objectif, c'était de structurer la discipline, de la faire progresser et de la faire émerger, quoi. C'était un peu le challenge. Et après, bien évidemment, qu'on avait coché Tokyo quand même, et on avait coché Paris 2024. Voilà, c'était deux étapes importantes dans la mise en progression, en sachant que mais il y avait beaucoup de travail parce que on n'est pas dans une culture de rugby à 7 en France. Voilà, on n'était pas dans cette démarche-là, et là, ça vient. Il y a eu un travail de fond fait avec les associations aussi, qui ont permis une acculturation un peu du rugby à 7 sur le territoire français, avec deux compétitions qui sont le circuit élite et le circuit développement, qui sont très très importantes aussi. Puis après, il y a eu l'arrivée du Super 7. Il y a des choses qui se sont solidifiées autour de l'équipe de France et qui permet aujourd'hui, quand on récupère des joueurs, de les récupérer avec déjà une expérience quelque part un peu plus solide sur le rugby à 7, et qui nous a permis aussi d'avancer de manière un peu plus solide. Et avec des prémices avant Covid, on avait fait 2 finales consécutives à Vancouver, à Hong Kong, dans la Mecque du rugby à 7. On était plutôt dans une bonne lancée. On a pris un peu de retard après un certain moment. Tout le monde s'est un peu challengé, ça a réformé un peu les choses. Et puis
Ça se joue à pas grand-chose, même si on rate Tokyo à 2 minutes contre l'Irlande. Je pense que si on arrive à basculer à ce moment-là aussi, on est capable d'aller chercher quelque chose à Tokyo. Mais on sentait qu'il y avait une évolution, mais c'est toute une globalité. Puis il y a des clubs qui jouent le jeu maintenant, certains qui sont bien rentrés dans le système et des clubs professionnels qui croient en cette discipline. Alors bon, on a besoin de progresser encore, c'est pas parfait, mais ça vient. C'est très intéressant, je trouve, pour l'avenir de cette version de rugby qui est la version olympique. Voilà, on va continuer évidemment d'évoquer ça avec toi. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour revenir sur la genèse de cette médaille d'or extraordinaire du rugby à 7 qui a lancé parfaitement les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Jérôme Darret dans un instant. Sud Radio Sport, Alexandre Priam. On est avec Jérôme Darret pour clôturer cette magnifique quinzaine olympique. La première médaille d'or a été remportée par les rugbymen de l'équipe de France de rugby à 7. On est avec Julien Thomas, Clément Combe, avec vous au 0826 300 300 et avec le désormais ex-sélectionneur de l'équipe de France à 7, Jérôme Darret, qui est avec nous sur Sud Radio. Jérôme, on revenait un petit peu sur la genèse et ton arrivée à la tête de l'équipe de France. Il y a cette 13e place mondiale, si je dis pas de bêtises, en 2017-2018. C'est à ce moment-là peut-être que tu mesures le chemin à parcourir. On va revenir justement sur cette route qui t'a amené jusqu'au titre olympique et aux titres mondiaux. Parce que il y a cette 13e place en 2017-2018, mais à contrario, l'année suivante, il y a une finale à Vancouver qui laisse peut-être émerger quelques espoirs de ton côté, j'imagine, Jérôme. Oui, bien sûr, mais alors cette 13e place, elle est pas si négative que ça, parce que, oui, c'est pas un bon classement, pour la France, c'était pas acceptable, mais en milieu de saison, je crois qu'on est dans le top 9, et on décide, avec Christophe Reit, qui est le manager général, de transformer un peu notre mode opératoire. Et donc forcément, quand vous bousculez les choses, vous plongez très vite à 7. Donc ça nous a coûté, mais derrière, il y a eu... Qu'est-ce que vous avez changé ? Du monde. Ouais, il a fallu qu'on transforme un peu notre mode de sélection, de détection, de collaboration avec les clubs. Il y a le Super Seven qui est en train d'émerger. Enfin, il y a tout ça qui se mature à ce moment-là. Et derrière, il y a une Coupe du Monde à San Francisco à l'époque. Et où je crois qu'il y a 100 000 personnes sur les 3 jours, c'était un truc de fou. Et là, on bat un truc de dingo, ouais. L'équipe de France féminine qui fait un tournoi de dingue d'ailleurs. Ouais, voilà. Et on perd de peu contre la Nouvelle-Zélande, 12 à 7, sur un match qui nous tend les bras. On doit le gagner. Je sais même pas comment on a fait pour le perdre à ce moment-là. Mais après, derrière, on sentit qu'il y avait un frémissement. Des choses qui se transformaient et voilà, les joueurs se sont imprégnés aussi du cadre de jeu, du système de jeu, on voulait un jeu très aéré, faire vivre la balle, jouer debout, éviter de passer par le sol, parce que quand on passe au sol à 7, on est en danger de perte de balle, il faut des pièges en permanence, les breakdowns. Et on avait envie de coller à l'esprit du jeu à la française, un peu, voilà, prendre une initiative, trouver des solutions un petit peu, je veux pas dire spectaculaires, c'est pas le mot, mais où on prend le risque nécessaire pour aller chercher un bénéfice maximum. En gros, c'est ça, quoi. Et faire vivre le plus à bas. Voilà, ça c'était très important, et avec l'ambition aussi de construire une défense un petit peu plus solide, et une défense qui nous ramenait des points, quoi. Voilà, ça c'était très important de fabriquer cet ADN là. Et je me souviens très bien d'un tournoi à Los Angeles, pas à Los Angeles, à Las Vegas, pardon, où on finit l'an-dernier, on perd contre le Chili, bon voilà, sur une non-qualification de peu, on se qualifie en quart de finale de 2 points. Et derrière, bon, c'est un peu difficile. Je me rappelle, les quelques médias qui étaient présents me disaient, voilà, je leur disais, nous on a les indicateurs de performance qui sont ouverts. Ils me regardaient avec des yeux, mais c'est pas possible. Et on s'en va à Vancouver. Alors là, c'est assez incroyable parce qu'à Vancouver, premier match qu'on joue contre les Blacks, je dis aux joueurs, bon, mais voilà, là, ça va le faire. Premier match qu'on joue, on accroche le match, à 2 minutes de la fin, on craque un peu, on prend 40 points. Sauf que l'intensité était très bonne. Et à la fin du match, je dis aux joueurs, on est dedans. Le match qui suit, on bat l'Australie. Et dans la poule, on a l'Espagne. Et juste après qu'on batte l'Australie, l'Espagne jouait contre les Blacks. L'Espagne bat pour la première fois de son histoire les Blacks. Et nous, on joue le dernier match contre l'Espagne et on passe. Boum. Et après, derrière, on va jusqu'en finale. Et ça se répète après Hong Kong dans la foulée. Et voilà. Et là, c'est parti. C'est-à-dire, sur une fin de saison, on se retrouve quand même à titiller le top 3 mondial. Donc, Hong Kong avec le tournoi dingo de Gabin Villiers, si je me trompe pas, cette année-là. Exactement, qui a révélé Impact Player, quoi, le meilleur joueur du tournoi, ce qui est pas rien. Et derrière, voilà, il y a cette mise en route là, et cette progression, elle est jamais linéaire, toujours un peu en dents de scie, mais avec une constante. Voilà, on sentait qu'il y avait des étapes qui étaient franchies à chaque fois.
et notamment sur des sujets encore plus complexes au fur et à mesure qu'on avançait. Donc sur le travail, sur le système de jeu bien évidemment, mais aussi sur tout ce qui a trait à la maîtrise des tempos, comment gérer son énergie sur les matchs, comment on allait chercher la prise de décision sous haute pression, comment on travaillait sur l'intelligence émotionnelle, gérer les temps forts, gérer les temps faibles, comment on pouvait s'améliorer dans tous ces chemins-là, en sachant que il y avait pas mal de boulot, donc on a étoffé le staff, on a structuré le staff et tout est monté progressivement, en développant France Développement aussi, l'Académie Olympique et tout s'est structuré au fur et à mesure, ce qui a permis à l'équipe de France de grandir petit à petit. En avançant un petit peu caché aussi, voilà. Il fallait pas trop se montrer trop vite et si on s'était montré plus vite, ça aurait été bien, hein. mais il fallait aussi rester un peu dans la roue et pas se tromper d'objectif surtout. Voilà. Et on arrive en 2024 et là je me souviens c'est il y a pas très longtemps maintenant, hein, on est avec Julien Thomas, on est à l'antenne et on a cette idée un petit peu je sais même plus comment on a cette idée là de commenter le tournoi de Los Angeles en intégralité sur Sud Radio. On se dit on y va et on a eu du flair à ce moment-là avec Jus parce que tiens, un petit extrait de ce qui s'est passé sur un France-Irlande en demi-finale avec un essai incroyable, cette victoire 26-24. On revit ce moment. Stéphane Parez qui relance de son but. C'est dangereux avec Jefferson et Joseph. Il va falloir mettre de la vitesse là avec le retour intérieur magnifique sur Jefferson et Joseph. C'est énorme ce qu'ils sont en train de faire les Bleus. C'est l'Harlem Globetrotters, c'est monstrueux avec Stéphane Parez. 3 offload. Stéphane Parez il va être au court, il poursuit au pied. Coup de pied de recentrage pour l'équipe de France. Il faut l'aplatir. Il est somptueux. C'est à mettre vraiment sur CD, sur DVD, le regarder en boucle. Il est énorme. Cet essai de l'équipe de France. Un essai de 100 mètres avec des offloads dans tous les sens. Somptueux cet essai. Et voilà, c'était l'essai face à l'Irlande, ce grand moment qu'on avait vécu, Julien. Et à ce moment-là, je me souviens, on est à l'antenne tous les deux, Julien, et on se dit, mais attends, mais ils vont le faire cette année. Ils vont aller chercher ce tournoi à Los Angeles, et ce fut le cas, et un succès pour la première fois depuis 2005. On était comme des fous, Julien. Je sais pas si tu te souviens. On était comme des fous, mais c'est surtout, comme disait Jérôme précédemment, c'est exactement typique de ce qu'il veut mettre en place au niveau rugby à 7 pour cette équipe de France. C'est-à-dire, c'était 700 mètres, il résume totalement la philosophie, l'état d'esprit, la qualité des joueurs, la révélation qu'il y a pu avoir de certaines pépites qui sont sorties, et notamment on parlait de Villiers, mais jusqu'aux Jeux Olympiques, il y a eu quand même, je pense pour Jérôme Daré, se gratter la tête pour composer quand même une équipe qui partira pour les JO. Et ça c'est vaut mieux se creuser la tête et se la gratter en ayant un panel de joueurs que plutôt d'en chercher. Et ça, je pense que c'est la richesse qu'a créé Jérôme depuis 2017 aussi, même bien avant. Moi, j'ai juste une question, Jérôme, c'est pour toi, quel était le principal déclic de 2017 et maintenant 2024 ? Qu'est-ce qui a fait que ça a basculé vers de devenir cette équipe de France championne olympique et championne du monde ? On a perdu Jérôme ? Bien aidé. Vous m'entendez ? Ouais. Oui, on t'entend, c'est là. Donc il y a le système concurrentiel que tu viens d'évoquer, Thomas, qui est très important, hein, qui a permis de booster un petit peu tout le monde et de forcer tout joueur à aller chercher l'excellence. Cette année, nous avions quand même coché 30 joueurs sur le papier. Voilà, donc 30 joueurs pour gérer une saison où on avait une opportunité de pouvoir chercher le titre mondial, puisque la règle sur le circuit mondial venait de changer. Donc ça remettait un petit peu tout le monde sur un piédestal et il fallait aller se challenger pour rester dans le top 8 et espérer gagner ce titre mondial. Mais pour nous, c'était une vraie opportunité, ça, de bousculer tout le monde et de gagner un petit peu cette guerre psychologique. Et bien évidemment que il y a tout un système qui s'est mis en route. Voilà, on a bien travaillé avec des clubs qui ont souhaité rentrer dans la démarche. Donc ça, c'est une clé très importante aussi, puisqu'il y a eu des allers-retours avec les joueurs, il y a eu la convention avec la Ligue nationale de rugby qui nous a permis d'avoir des joueurs à disposition de manière beaucoup plus régulière, beaucoup plus solide, pour pouvoir aller mettre de la consistance et de la solidité dans la connaissance et comment dire, et dans la construction de l'équipe, quoi. Parce que le métier d'entraîneur, c'est de comment transformer un groupe en équipe. Donc il faut avoir aussi le temps de pouvoir fabriquer ces interconnexions, ces liaisons,
habiletés. Vous connaissez le rugby, vous savez, ou tout sport co, obligé d'aller trouver aussi des moments où on fabrique ces choses un peu inconscientes, quand on trouve le flow, là, quand on se trouve sur le terrain, sans forcément calculer les choses. Voilà, il faut un peu de temps. Donc ça nous a permis de fabriquer tout ça, et je pense que c'est tout un ensemble, et puis l'arrivée aussi d'Antoine, mine de rien, qui a été un petit peu l'accélérateur de particules. C'est-à-dire qu'il a permis aussi, alors vous suivez Sud Radio, le rugby à 7 depuis toujours, et tout n'arrange jamais. Ça c'est important de souligner, mais c'était pas mis au grand jour, et le fait qu'Antoine arrive, ça a mis tout le monde au grand jour, et là on peut plus s'échapper quelque part. Là on est sous les projecteurs, c'est-à-dire que les joueurs souhaitaient aussi cette reconnaissance-là, et là elle est arrivée. Et donc ça nous a aidés. Puisque je le dis souvent, les médias font partie de la performance, mais c'est une réalité, parce que c'est un moyen d'expression vers nos supporters, vers des gens qui veulent rentrer dans ces schémas-là. Et donc si on veut être dans l'exigence et le plaisir, en donner pour en recevoir, forcément, c'était une vraie ouverture, une vraie opportunité encore. Donc l'arrivée d'Antoine a été très importante, tout autant que ça a été un peu le briquet qui a allumé la mèche du pétard, quoi. C'est-à-dire, ça a été l'étincelle, boum, il force les autres à l'excellence. C'est un joueur, je vais pas dire qui il est, tout le monde le connaît, mais il est assez hors norme, donc il a boosté tout le monde en fait. Et vous l'avez vu sur la finale. La finale, on voit, je coach à la mi-temps, Antoine rentre à la mi-temps avec Varian Pasquet. On met 2 artifices pour surprendre un peu les Fidjiens. Mais le joueur qui performe sur ce coup d'envoi là, la reprise, c'est Aaron Van Didier. Il va me chercher un ballon, mais regardez la hauteur où il va, c'est assez hors norme. Il récupère un ballon, qu'Antoine prend et il déborde, et celui il tombe au sol, il est au sol, et le premier qui est au soutien pour conclure l'action, c'est lui. Et ça, c'est une grande performance, c'est-à-dire que tous les joueurs se sont mis au diapason, ont quelque part cassé leur plafond de verre. Tu sais qu'on va l'écouter cet essai dans quelques instants, mais là on va en revenir un petit peu donc sur Los Angeles de 2024 et ce titre. Tiens, tu vas écouter quelqu'un, je pense que tu connais bien, un certain Jérôme Darey. On la cherche depuis longtemps, que là on va la savourer celle-là. Je suis très fier des joueurs, je suis très fier de ce qu'ils ont fait, parce qu'on est dans un niveau de rugby à 7 aujourd'hui qui est incroyable, qui est très homogène, où tout compte, c'est dur, c'est très dur. Je crois qu'on est en train de grandir de manière solide, donc on a envoyé un bon signal là. Ce qu'on souhaitait faire cette année, donc ça c'est un bon objectif atteint. On n'a pas fini, on a passé un petit pic. Maintenant il y en a plusieurs qui arrivent encore, et voilà, on garde en tête l'objectif sur le Series qui est de rester dans le top 8, et puis forcément Paris qui pointe le bout du nez. Donc Jérôme Darey, voilà, c'est ce que tu disais, Jérôme, à Los Angeles, dans le stade du LA Galaxy, à ce moment-là, toujours concentré sur le futur. Et le futur, 2 mois après, c'est quand même un titre de champion du monde extraordinaire, avec une compétition menée de façon absolument magnifique. Et ce titre-là, écoute ce que disait Jean-Marc Lermet, donc le vice-président de la Fédération française de rugby, qui lui aussi voyait toujours plus loin que ce titre de champion du monde. Et on écoute Jean-Marc Lermet. Bien évidemment que cette étape espagnole était quelque chose qui était coché, mais ce qui est vraiment coché, c'est les Jeux Olympiques à Paris dans presque un peu moins de 2 mois. Et donc ça, ils ont tous ça dans la tête. Donc évidemment qu'ils vont fêter comme il faut ce titre ce soir, mais je pense que dès demain matin, tout le monde sera focus vers les Jeux, et avec cette possibilité incroyable d'être champion et championne olympique à Paris. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ouais, quelque chose d'incroyable, et la route était toujours en direction de ces Jeux Olympiques, et ça tombe bien, Jérôme, parce que vous avez été au rendez-vous. Tu parlais de l'essai, tiens, grand Didier Dupont en début de seconde période. On l'écoute. Commentaire de Rémi Dos Santos et de Daniel Herrero. Quel moment extraordinaire. C'est donné par Théba et dessous il y aura grand Didier. Attention, bousculé dans les airs, mais ce qui a pu trouver Antoine Dupont, qui peut trouver le large là, le long de la ligne de touche. Allez, c'est un 2 contre 1. Joué, il va tout seul face à Touaï. Il a résisté à Jerry Touaï. Allez, Antoine Dupont, la passe pour un grand Didier. L'essai d'entrée de l'équipe de France. Incroyable action. Essai d'entrée. Antoine Dupont qui vient de rentrer il y a 1 seconde. Premier ballon qui touche. Il se fait une valise considérable, monumentale, énormissime le long de la touche. Daniel, il était comme un fou. Il était aussi comme un fou sur cet essai. Alors là, celui-là, il est incroyable. Sur ce maul, le maul conduit par Antoine Dupont pour clôturer la finale, complètement fou. On réécoute ce moment de légende désormais.
Les Bleus sont médaillés d'or, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, la prise de balle d'Andy Timo. Ils vont nous faire un molle. On va la jouer. On choisit le molle. Jamais personne au monde n'a fait un molle sur le terrain du Rugby. Ils sont en train d'avancer. Ils vont aller laisser Dupont. C'est le doublé. Laissez sur ce ballon porté. Les Français ont choisi le molle. C'est un talonneur. C'est un talonneur. Quand t'as Cavani qui hurle, c'est un talonneur. Non mais quelle idée quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Maul en finale? C'était pour agiter le drapeau français. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jérôme Darret? Alors, c'est la cocotte, on l'appelle la cocotte, c'est la marque française. Voilà, c'est. Non, mais en fait, c'est un outil. On a plusieurs fléchettes, on a plusieurs outils comme ça qu'on peut sortir. On avait d'autres artifices contre les Fidjiens, notamment pour un peu plus jouer, des zones de marque pour pouvoir clôturer un match. On avait besoin de le clôturer. Et on savait qu'en fin de match, on avait besoin de garder un peu le ballon au chaud, sans trop s'exposer pour conclure un match. On avait cet artifice-là, donc on l'avait répété le matin même pour bien le solidifier, parce que bon, c'est pas commun de faire des modes portés et des cocottes à 7, mais on l'avait déjà sorti par le passé en demi-finale à Cape Town et on n'avait pas été payé alors qu'on avait très bien réalisé le mouvement et on l'avait un peu caché. Voilà, donc on a des petites choses un peu comme ça qui nous auraient bien aidé si on avait été en difficulté ou pour gérer des situations. Là, les joueurs ont décidé de clôturer le match comme ça et je trouve que c'est à valoriser, c'est à leur initiative et ça crée cette espèce de communion, d'état d'esprit d'équipe et ce petit clin d'œil voilà, aussi à tous les joueurs qui n'étaient pas présents parce que je les salue et il y en a beaucoup qui sont restés sur le carreau. Quand vous faites une sélection, tu l'as évoqué Thomas tout à l'heure, c'est très délicat, très douloureux, il y a beaucoup de dramaturgie, donc c'est une façon aussi des autres joueurs de dire que le collectif a primé sur tout ce qu'il y avait, ça a fait briller un petit peu tous les acteurs de France 7 depuis 2017 notamment. Question de Clément. Oui, bonjour Jérôme, j'avais juste une petite question. Quand on regarde tous les sports collectifs aux Jeux Olympiques, on a l'impression que il y a des moments dans les compétitions qui servent de déclic, qui sont les derniers étages de la fusée. Pour vous, c'était le match contre l'Argentine où on sort d'une journée compliquée en phase de poule pour l'équipe de France. Un match le lendemain contre les Fidji où il y a du mieux mais ça perd. Et ce match contre l'Argentine, il est renversant. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs avant ce match? Ils étaient complètement déchaînés et derrière, tout a déroulé comme si vous aviez tout prévu. Non, mais après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait beaucoup de pression sur les épaules des joueurs, alors de la pression positive quelque part. Et il fallait qu'ils en prennent conscience, en prenant le Stade de France avec ce serveur, ces gens qui avaient envie de les soutenir, de les solidifier, ils ont envoyé beaucoup d'énergie, donc ça c'est à digérer. Et pourtant c'est préparé à ça, vraiment. Mais c'est dur à dire. C'est dur à expliquer. Par contre, pour moi, un des premiers déclics, c'est de la manière dont on conclut le match contre l'Uruguay. Et ce match-là, on n'a que 6 ballons. On marque 3 fois. L'Uruguay a très bien joué sa carte et on savait qu'ils allaient jouer cette carte-là. Par contre, on prend un jaune qui nous met en grande difficulté et on reste très solide. C'est-à-dire qu'on a un process sur les mêlées, sur cette dernière mêlée. Si le ballon il sort convenablement, c'est très difficile à contrer. Et là, on conclut de manière très autoritaire avec un Steve Parez qui va attraper le cadre derrière, avec des gros qui font un boulot sur la mêlée qui est très précis, avec beaucoup de stratégie et on conclut de manière très autoritaire à ce match-là. Et à partir de là, le plus dur était fait, c'est-à-dire qu'on était qualifié, on savait qu'on était qualifié, et il fallait juste qu'on réponde favorablement à ce qu'on avait déjà réussi à faire à Madrid, en défense face aux Fidji. Et face à la vague fidjienne, il fallait qu'on soit déterminé à mettre le curseur du combat très élevé, en sachant que juste en solidifiant un peu cet artifice-là, notre jeu allait se remettre en place parce qu'on n'a pas perdu notre jeu. Et ça s'est traduit. Et c'était plutôt bien même de perdre contre Fidji, mais avec l'intensité, l'état d'esprit et l'énergie qu'on avait, parce qu'à la fin du match, quand on clôture le match, et ça fait écho un petit peu au travail qu'on a fait dans les dunes de Singatoka et toute la préparation qu'on a fait au Fidji. J'ai montré aux joueurs qui venaient vers moi à ce moment-là, je leur ai dit, regardez Fidjiens, et faites passer le message aux autres. Tous les Fidjiens avaient un genou au sol, nous on était tous debout. Et là on s'est dit, ah oui, c'est plus pareil. Voilà. Et c'était très bien de retrouver les Argentins, puisqu'on avait clôturé les champions du monde contre l'Argentine de la meilleure des façons. Donc on avait un petit peu la trouille aussi de les affronter à eux, puisque c'était quand même l'équipe la plus solide depuis les 2 dernières années. Et on savait qu'ils allaient être très revanchards, voilà, qu'ils étaient très agacés. Donc on savait qu'il fallait vraiment s'y mettre encore un peu plus et continuer à monter le curseur. Voilà. Donc une année extraordinaire, champion du monde et champion olympique. Vertigineux tout ça et on va se quitter là-dessus, mais
Et une sortie comme un prince, je pense que j'ai envie de dire. Et une sortie comme un prince, c'est vrai. On parlera de ton avenir et de ce que tu souhaites mettre en place pour les prochaines années. On a bien encore le temps, on va te laisser quand même profiter de tout ça, mais immense bravo. Cette beaucoup. équipe de France est rentrée dans la légende du sport français, du rugby français pour l'éternité. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Merci de votre soutien. Bravo, il a été précieux. Et merci pour toute la ferveur que vous apportez au rugby à 7. C'est magique, c'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Très belle soirée à tous et bravo à toutes les équipes de France Olympique. 64 médailles. Vous êtes la fierté de notre nation. Merci et très belle soirée à tous.